La dernière fois, nous avons laissé Péguy en 1910, qui restera sa grande année, parce qu'il a cru que ça y était, son entrée dans la gloire. Je lui ai dit qu'il allait relancer une nouvelle Jeanne d'Arc, un peu époustée, parce que la première était socialiste, et il ne s'agit plus maintenant de présenter une Jeanne d'Arc socialiste, et il voudrait se faire pousser, se faire soutenir, se faire lancer, par ce qu'il y a de plus célèbre dans la critique française de l'époque. Ce qu'il y a de plus célèbre, vous savez, c'était, comme d'habitude, du reste, du côté de l'Académie française, c'est-à-dire des bien-pensants. Alors, ce même Péguy, qui, au moment de l'affaire Dreyfus, avait attaqué avec tant de violence un homme comme Barrès, allant même jusqu'à l'appeler Tartuffe, je ne sais pourquoi, et même Tartuffe moisi, voilà qu'il essaye de se faire présenter à Barrès. Il a un ami qui est apparenté à Barrès qui s'appelle Pellouin, et Pellouin organise un dîner, un déjeuner, ou je sais pas, où il y a Péguy qui se trouve en face de Barrès. Et Barrès regarde avec intérêt ce garçon qui vient de l'extrême gauche et qui semble avoir fait une évolution satisfaisante. Alors Barrès, qui dans l'Écho de Paris écrivait l'article de tête, va faire un admirable article de tête, un véritable article de lancement, vous savez, c'était la catapulte, ça. Un article de tête pour dire aux Français, aux bons lecteurs de l'Écho de Paris, enfin à tout ce qu'il y a de correct et de distingué en France, il y a un jeune poète qui vient de surgir et qui s'appelle Charles Péguy. Faites attention, c'est le même moment, 1910 aussi, où Barrès procède à un autre lancement. Lancement de quelqu'un qui deviendra infiniment plus célèbre et qui s'appelle François Mauriac. C'est dans la même année, c'est au même printemps 1910 que Barrès faisait deux articles, l'un sur Péguy, l'autre sur Mauriac. Mais il y a une différence absolue dans l'intention de Barrès lorsqu'il parle d'une part de Péguy et d'autre part de Mauriac. Je dirais que le lancement qu'il prépare à François Mauriac est un lancement pur, vous allez voir, et l'autre est un lancement impur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand Barrès a découvert les premiers poèmes de Mauriac, il a senti qu'il y avait là une authenticité littéraire. Il se dit, c'est un vrai poète. Alors je vais parler en tant qu'écrivain d'un écrivain que je crois un grand écrivain. Mais quand Barrès parle de Péguy, ce n'est pas l'écrivain qui l'intéresse. Et il le dit clairement. Et même, nous savons par les tarots que Barrès disait, oh, Péguy m'embête un peu, vous savez, quand il me prêche dans ce Jeanne d'Arc, je tire ma montre en attendant qu'il ait fini. Donc sa Jeanne d'Arc n'enthousiasme pas beaucoup. Mais ce qui lui fait infiniment plaisir à Maurice Barrès, c'est que Péguy était autrefois un Dreyfusard. Alors il va dire dans son article, voilà un garçon qui s'est égaré dans sa jeunesse, qui est allé du côté de la gauche et même de l'extrême gauche, mais comme tous les bons petits Français de France, il a gardé souvenir de son catéchisme, et il est revenu maintenant à des bonnes idées. J'appelle ça un lancement impur, car il ne s'agit pas du tout d'un lancement littéraire, il s'agit d'un lancement politique. Un grand journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drummond, l'antisémite Drummond, va faire un article de tête également avec banderole, vous savez, enfin avec grand chapeau. La Jeanne d'Arc d'un ancien Dreyfusard. Vous avez compris, ce qui l'intéresse, ces gens-là, c'est que ce soit un ancien Dreyfusard, c'est que ce soit un transfuge, et on sait bien que les partis politiques aiment les transfuges depuis qu'on a vu le destin d'un monsieur Laval ou d'un monsieur Doriot. Il est accueilli comme tel, comme déserteur. Eh bien, ce que j'ai à vous dire maintenant est sympathique. Péguy est bien content d'être lancé, mais en même temps, il a en lui une certaine gêne. Il se rend parfaitement compte que c'est un lancement politique et que c'est un lancement de transfuge, et ça lui déplaît. Alors, en plein milieu de cette année 1910 où il était parti pour la gloire, en plein milieu, au mois de juillet 1910, il va écrire un texte qui s'appelle Notre jeunesse, où il va dire, on parle de moi comme d'un ancien Dreyfusard, mais je suis Dreyfusard. Mes chers amis de droite maintenant, les nationalistes, puisque je suis avec eux, c'est vrai, je suis militariste et nationaliste, je suis très content d'être avec eux sur ce plan-là, mais il y a deux choses qui n'obtiendront jamais de moi, c'est que je ne renierai jamais l'affaire Dreyfus et que je ne renierai jamais la République. Eh bien, ça l'a plu. Parce qu'on avait espéré avoir en lui une espèce de supplétif, si vous voulez. Et que tout à coup, il prend la position d'un indépendant. Et comme il dit, pas d'un de ces indépendants qui dépendent. Un indépendant, j'ai mes idées et je les garde. Alors ça ne va plus, c'est plus de jeu, hein. On lui avait promis, Barrès lui avait promis de le pousser du côté de l'Académie, de lui faire avoir le Grand Prix de l'Académie française, Grand Prix de littérature qui venait d'être créé. Il ne l'aura pas, son Grand Prix. Va s'organiser autour de Péguy à partir de cette date, de la fin de l'année 1910, une vraie, le mot est juste, une vraie conspiration du silence. Maintenant que son nom s'est un peu répandu à cause de sa Jeanne d'Arc, il se dit, je peux y aller, je peux publier ces poèmes que j'ai dans la tête depuis si longtemps. Et il va entasser les œuvres, si vous voulez, peut-être les chefs-d'œuvre. Il va publier son deuxième mystère, son troisième mystère, il va publier les tapisseries de Sainte-Geneviève, les tapisseries de Chartres. Il va aussi écrire Ève, son immense poème d'Ève. Tout ça, chaque fois, tombe dans un trou. J'ai fait la vérification, enfin j'ai regardé pour voir ce que la presse disait. Il avait quelques amis qui faisaient des petits papiers dans la presse, mais la grande presse, mais les grands journaux, mais les grandes revues ne parlaient pas de lui, parce qu'il avait déçu, parce qu'on avait compté sur lui pour un certain travail politique et qu'il ne voulait pas faire ce travail politique.
Alors, de son côté, vous voyez une agitation infernale. Ce pauvre garçon passe son temps dans des antichambres, monte des escaliers, tire des sonnettes, essaye d'accrocher à sa tentative de gloire les gens les plus contradictoires. On le voit du côté des catholiques et des anticatholiques. On le voit qui fréquente Cocteau, oui, qui fréquente Cocteau, en même temps que Colette. Il est dans tous les milieux, il se répand en vain. Il court, ce qui est fou, plusieurs lièvres à la fois. Il essaye d'avoir à la fois le Fémina ou le Goncourt. Il rate naturellement tous les deux, comme il avait aussi raté son grand prix de littérature. On le voit qui va supplier à un moment Bergson. Il va supplier Bergson de l'aider en lui disant cette phrase dont il ne mesure pas le ridicule, étant donné l'immense différence qu'il y avait entre la modeste gloire, ou plutôt l'inexistence de Peggy, et la grande gloire de Bergson. Il lui dit « Vous manquez à mon jeu, comme je manque au vôtre. Si vous aviez été présent dans mon jeu, je n'aurais pas été bloqué pour le prix de l'Académie. Et si j'avais été présent dans le vôtre, les dévots ne fussent point parvenus à vous harceler, car au début de l'année 1914, il était question de mettre les œuvres de Bergson à l'index. » Je voudrais vous lire une lettre, enfin un bout de phrase terrible, d'un ami de Peggy qui s'appelait Louis Gillet, qu'il avait connu à l'école normale. Il avait d'abord bien aimé Gillet, puis à plus, maintenant, Gillet disait quel drôle de garçon, Peggy. Et le 8 juillet 1914, écrivant à Romain Rolland, Gillet écrit ceci: « Ce malade de Peggy est capable de tout. Il est dévoré d'orgueil, d'amertume, glisse à la folie, s'amasse en lui une immense poche de bile. » Le mot est dur, mais c'est vrai que si vous voyez ce que Peggy écrit à ce moment-là, ce sont des choses assez terrible, enfin assez pénible. Il y a une telle amertume en lui qu'il déchire tout le monde. Ses anciens camarades de l'école normale, qui eux ont fait de belles carrières, des carrières universitaires, il leur en veut. Il appelle ça maintenant le parti des intellectuels, le parti intellectuel. Or, ça ne vous dit rien, mais je vous assure que pour les lecteurs de 1910, ça voulait dire quelque chose, le parti intellectuel. C'était le mot même qu'avaient employé Brunetière et les anti-Dreyfusards pour désigner les Dreyfusards. Et bien voilà Peggy qui prend le langage de la droite. Voilà Peggy qui se déchaîne contre un homme qu'il aurait dû spontanément aimer, qui s'appelait Marc Sagnier, qui était le directeur du Sillon, qui avait le même âge que lui. Ils étaient nés tous les deux en 1873. Mais il se trouvait que Marc Sagnier avait un prestige extraordinaire à cause de sa puissance oratoire, que les foules couraient à ses meetings, tandis que personne ne courait vers les cahiers de Peggy. Alors il a écrit contre Sagnier des choses abominables, si laides du reste qu'il n'a pas osé les publier, et qu'elles n'ont été publiées que posthumes. Son camarade, Romain Rolland, qui l'avait aidé au départ, et bien, comme il voit que Romain réussit et que lui ne réussit pas, il dirige contre Romain Rolland un texte dont, pour la seconde fois, il n'osera pas le publier parce que c'est trop affreux, où il dit « Ce personnage, à la poitrine creuse, à la gorge tout sautante. » Mais enfin, voyons, Romain Rolland était un tuberculeux. Est-ce qu'on ose s'en prendre à l'attitude physique d'un tuberculeux? Et quand il voit que Romain Rolland obtient ce grand prix de l'Académie française que lui n'a pas pu obtenir, il va déchaîner obliquement, Peggy va déchaîner obliquement contre lui un petit jeune homme qui s'appelle René Johannet et qui, dans une revue, va écrire un texte affreux, assez abominable, contre Romain Rolland, un texte où il fait passer Romain Rolland pour un sous-Nietzsche, où il dit « Ainsi parlait Romain Rolland », comme vous savez bien Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathustra ». La poche de bile. Écoutez bien ceci, Peggy est un malheureux. Quand on parle de Peggy, il faut avant tout savoir que c'est un homme qui n'a pas été heureux. Si je fais jamais un livre, un petit livre, je ne pourrais pas faire une histoire de Peggy, mais si je fais jamais un petit livre de quelques précisions sur Peggy, j'ai l'intention de l'instituer comme ça. Malheureux Peggy. On nous dit que son enfance a été douce. Bon, son père était mort, il l'avait à peine connu quelques mois après sa naissance, mais il y avait autour de lui, paraît-il, deux femmes très tendres, sa grand-mère et sa mère. Et lui-même, dans un texte qu'il a abandonné, qui s'appelait « Commencement d'une vie bourgeoise », il avait parlé avec tendresse sa mère et de sa grand-mère. Ça, c'était fictif. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas osé publier son livre. Parce que en juillet 1900, dans un petit coin d'un cahier de la quinzaine de juillet 1900, il a employé un adjectif, un simple adjectif. Il est là, mais il est là terriblement. Ma malheureuse enfance, dit-il. Ben, je sais bien pourquoi, sa malheureuse enfance. Parce que dans un texte de 1913, il va avoir la phrase que voici. Un homme sous, un ivrogne, un homme sous, est toujours un spectacle affligeant. Mais une femme saoule est un spectacle qui vous déchire le cœur et qui vous frappe à cette cicatrice où la douleur est intolérable. Comment cicatrice? Cicatrice, ben, ça veut dire qu'il avait vu une femme saoule, une femme qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire sa grand-mère. Malheureuse enfance, oui. D'autre part, sa mère elle-même. Sa mère lui en a voulu, j'allais dire à mort, terriblement, vous savez, terriblement, d'avoir en 1897 changé de carrière. Elle était tellement contente de penser que ce garçon, ce fils unique, dont elle avait pensé qu'il serait instituteur, et qui avait fait une si belle course qu'il allait devenir peut-être professeur, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En 97, il abandonne son métier de professeur, il va devenir une espèce de bohème parisien.
Et puis qui est-ce qu'il épouse? Il épouse une fille qui est pas croyante, la fille d'un communard. Il a dit qu'il voulait pas se marier à l'église. Elle était tellement bouleversée, cette mère, que comme elle avait un tempérament plutôt brutal, elle va rompre avec son fils. Et c'est Isaac, Jules Isaac, dans son livre publié il y a quelques années, nous a raconté une chose assez terrible dont il avait été personnellement témoin. Ça se passait rue des Fossés-Saint-Jacques, sur un trottoir de la rue des Fossés-Saint-Jacques, dans l'année 99. 99, Peggy n'est plus un gamin, il est marié, il est même père de famille, enfin il a un petit enfant. Et Jules Isaac a vu sur ce trottoir Madame Peggy, la mère de Peggy, qui giflait 2 fois son grand garçon. Lui, naturellement, livide, immobile, enfin quoi, c'est sa mère. Vous voyez ce qu'il a pu subir de ce côté-là. Jusqu'en 1914, jusqu'en 1910, sa mère refusera de voir les petits-enfants. Et en 98, il avait écrit à un camarade Boivin, je crois, « Ma mère continue à me rendre atrocement malheureux. » Il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe dans le foyer. Tout à l'heure, je vous avais raconté que quand il s'était marié, il avait utilisé les 40 000 francs de la dot de sa femme pour lancer sa librairie. Que cette librairie s'était écroulée. Ensuite, il avait voulu lancer les cahiers, il avait fait des emprunts, et les Baudouin, la famille Baudouin, y compris son beau-frère, avaient réuni tout l'argent possible pour l'aider, au point que Madame Baudouin avait vendu des petites terres, des petites propriétés qu'elle avait en Bourgogne. Ben, tout ça était en train de s'engloutir. Alors vous pensez bien que les Baudouin n'étaient pas contents. Ce gendre qu'on avait cru plein de talent et plein d'avenir, ce gendre, c'était la plaie de la famille, quoi. Il avait tout perdu. Alors 2 clans s'étaient constitués dans cette triste maison Peggy. Et 2 clans bien difficiles à comparer l'un de l'autre, puisque d'un côté il y en avait un, puis de l'autre il y avait tous. Il y avait un, Peggy, et puis il y avait le clan Baudouin, c'est-à-dire sa belle-mère, sa femme, le beau-frère, et au départ les enfants. Il est vrai que les enfants ensuite l'aimeront. Mais au départ il s'était produit des choses tellement tristes que je vais vous en donner une preuve. C'est un visiteur qui nous a raconté ça, qui était venu voir Peggy dans sa petite maison près de Paris, à Palaiseau. La maison était précédée d'un tout petit jardinet, on poussait une porte de bois et on s'avançait vers la porte d'entrée. Quand le visiteur était arrivé là, il y avait un gamin qui jouait, c'était Marcel, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et Marcel, le visiteur lui tape sur la tête, sur l'épaule, vous savez, enfin, ou sur les joues, comme on fait quand on voit un petit garçon et qu'on lui demande « Comment tu t'appelles ?» pour que le petit donne son prénom. Savez-vous ce que le petit Marcel avait répondu? Il avait répondu « Je m'appelle Marcel Baudouin ». C'était Marcel Peggy, et comme si le nom de Peggy était proscrit dans sa famille même. Alors il y avait le drame du côté de sa mère, il y avait le drame du côté de son foyer, puis il y avait le drame permanent des cahiers. Ces pauvres cahiers de la quinzaine, qui n'arrivaient pas à faire vivre. Il vivait d'expédients, il vivait à coups d'emprunt, il avait essayé de mettre en commandite, ça n'avait pas marché, et puis il y avait sa gloire qui ne marchait absolument pas. Vous comprenez à quel point cet homme était malheureux. Alors, il faut que je vous dise une phrase qu'il avait écrite, une espèce de phrase prophétique, qu'il avait écrite en 1900, oui je crois, ou 1901, enfin dans un de ses premiers cahiers. Il s'agissait de ce thème usuel, surtout chez les prédicateurs catholiques, que la souffrance est purificatrice, la souffrance fait du bien à l'être humain. Et puis il dit, oh, ça c'est une vue de prêcheur. J'y crois pas, quant à moi. La souffrance endommage l'homme comme la morve endommage le cheval. Alors quand on pensera au Peggy malheureux, il faut penser que c'est un homme en effet très malheureux et qui a été endommagé par la souffrance. Et je n'ai pas fini. Il s'est passé dans sa vie intérieure entre 1906 et 1908 2 grands drames qui ont l'air contradictoires, vous allez voir. D'une part, Peggy va se convertir, d'autre part, il va entrer dans une passion, dans un amour interdit. La conversion de Peggy, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas qui pourra l'étudier. Le révérend père Duployer a publié un très très gros livre intéressant qui s'appelle La religion de Peggy, mais ce livre n'est fait que d'une étude des pensées religieuses de Peggy d'après son œuvre. Mais le cheminement intérieur qui a amené ce Peggy athée à être un Peggy chrétien, ce cheminement intérieur, je ne le connais pas, et je ne sais pas si on le connaîtra jamais. Toujours est-il qu'en 1907 d'abord, et en 1908 ensuite, très confidentiellement, et en demandant à l'un et à l'autre, à Maritain d'abord et à Joseph Flotte ensuite, de se taire, de ne jamais révéler ce qu'il leur dit, il leur annonce, donc depuis mars 1907, je suis redevenu chrétien. Bon, ça pose pour nous un considérable problème, car s'il y a au moins une certitude, c'est celle-ci, Peggy n'a jamais été un catholique pratiquant. Il y a quelque chose d'un peu gênant et presque irritant dans le fait que Peggy va se proclamer en 1911, et publiquement et par écrit, un chrétien romain, super romain, même je vous l'ai dit, antimoderniste. Et ce chrétien si intransigeant ne va pas à l'église, ne va jamais à la messe, s'approche jamais des sacrements, c'est pas quelqu'un qui s'est jamais confessé. Ah oui, il y a une question ouverte. Je sais bien que Peggy a donné des explications, mais je suis pas très sûr des explications. Il a dit,
Oui, moi je me suis converti, mais ma femme ne veut pas se convertir. Les enfants n'ont pas été baptisés. Alors, est-ce que je peux faire baptiser les enfants à l'insu de ma femme? Elle ne le veut pas. Eh bien, si je ne pratique pas, c'est parce que je vis dans un état condamné, étant donné que je ne me suis pas marié à l'Église. Je suis donc, à l'égard, aux yeux de l'Église, en état de concubinage. Mais comme je ne veux pas forcer la volonté de ma femme, comme je ne veux pas faire baptiser les enfants et que je ne veux pas faire régulariser mon mariage du point de vue de Rome, eh bien j'en suis réduit, moi chrétien, à vivre en dehors de l'Église, puisque je vis dans le péché, entre guillemets, étant donné que je ne suis pas marié à l'Église. C'est pas. Il aurait dit devant Massis quelque chose que Massis nous rapporte et qui me paraît bien singulier. J'ai bien l'impression que Peggy se moquait de lui. Quand Massis ou Maritain, je ne me rappelle plus, lui demande enfin, pourquoi vous n'allez pas à la messe? Peggy dit parce que je réalise ce que c'est que la messe. La messe, vous savez, ça s'appelle le saint sacrifice de la messe. C'est une commémoration du sacrifice du Christ. Et je vois ça avec une telle intensité que je m'évanouirais. Enfin, je ne peux pas, ça me bouleverserait. Il y a une autre explication qui est peut-être plus intéressante, celle-là, et qui nous a été fournie en 1944 par Romain Roland. Romain Roland nous dit, ça s'est passé dans le cabinet de travail de Peggy, enfin pas cabinet de travail, plus son bureau, le bureau des cahiers. C'était en février 1913. J'avais devant moi, dit Romain Roland, un Peggy surexcité, très rouge. Quand il s'emportait, cet homme qui avait plutôt le teint jaune devenait tout rouge. Et il s'emportait ce jour-là. Il parlait avec une extraordinaire violence du malheur de sa vie, de son foyer qui ne marchait pas. Et il a dit à Romain Roland, eh ben, je vais vous dire la vérité, hein. Si je ne me marie pas à l'église, je pourrais y arriver, je pourrais obtenir peut-être une espèce de dispense, ça s'appelle, en termes théologiques, sanatio in radice. Ça veut dire qu'on fait bénir son mariage à l'insu même du conjoint qui ne le veut pas. Je ne veux pas le faire, dit, je ne veux pas me marier à l'église parce que je veux pouvoir divorcer. Et une fois que j'aurai été marié religieusement, moi qui suis catholique, je ne pourrai plus divorcer et me remarier. C'est à cause de ce divorce que je ne veux pas régulariser mes situations religieuses. Il l'a dit. Mais Peggy disait des choses souvent contradictoires. Alors je conclus en vous disant, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas de ceux qui mettent en doute sa sincérité religieuse. Et je sais bien qu'on l'a mise en doute. Georges Sorel, par exemple, c'est un drôle de bonhomme, qui a survécu à Peggy, disait, moi j'y crois pas à sa conversion. Et son ami Pierre Marcel, dont je vous ai parlé, Pierre Marcel est quelqu'un qui en 1926, dans le journal L'Œuvre, a dit, quant à moi, je ne me suis jamais aperçu qu'il était catholique, Peggy. Mais ce qui me fait croire à sa sincérité profonde, c'est ceci. Une lettre qu'il écrit pendant qu'il est combattant. Il va mourir sans doute pas. Dans 15 jours, il va être tué. Il écrit à une femme, dont je vais vous parler maintenant, une femme qu'il aimait passionnément. Et cette femme était juive. Et dans cette lettre, qui n'est certes pas destinée à la publicité, qui est une lettre privée, secrète, il dit à cette fille, si je suis tué, je vous demande de réciter tous les jours ce qui suit. Et il lui écrit en gros caractères, en lettres d'imprimerie. Il lui écrit le Pater Noster et le Salve Regina. Ben, il ne triche pas avec cette fille. Hein. S'il lui demande de réciter une prière tous les jours pour lui s'il meurt, c'est bien parce qu'il croit que c'est vrai. En tout cas, il y a aussi une autre chose que je sais, qui va très loin, vous allez le mesurer, à propos de son christianisme, c'est qu'en tout cas, ça ne lui a pas apporté de bonheur. Puisque nous savons que depuis mars 1907, il s'est déclaré chrétien. Puisqu'à la fin de 1908, il disait à son ami Joseph Tolt, en pleurant, paraît-il, je suis chrétien, il y a une lettre de lui, du mois de novembre 1908, qui est une lettre terrifiante. Je la connaissais, je n'avais pas osé la publier. Et c'est mon camarade Bernard Guyon, le doyen d'Aix dont je vous ai parlé, qui dans un bon petit livre sur Peggy, un livre à la collection L'Homme et l'Œuvre, je crois, chez Hatier, a révélé cette lettre. C'est une lettre qu'il écrit, Peggy, à son ami Pellouan. Pellouan, c'est un très vieux camarade. On ne peut pas dire qu'il fait de l'épate devant lui, vous savez, il lui écrit comme il pense. Et cette lettre est si extraordinaire que Pellouan a mis dans la marge, car je l'ai vu la lettre, ce n'était pas de la littérature, c'était vrai. Qu'est-ce qu'il lui disait, Peggy, en novembre 1908? Ce Peggy converti, ce Peggy qui depuis un an dit je suis chrétien. Il disait à Pellouan, ne t'étonne pas, si tu vois un jour ou l'autre dans les journaux que nous nous sommes tous tués, ma femme, moi et les enfants, comme le suicide de Goebbels, hein, si tu vois dans les journaux un jour que nous nous sommes tous tués, ça ne t'étonnera pas, car le suicide est pour moi une tentation dont je me défends avec un succès sans cesse décroissant. Ce chrétien est donc au bord du suicide. Je voudrais qu'au moins, si vous gardez le moindre souvenir de l'exposé que je vous ai fait, cette image reste en vous. L'image d'un Peggy au bord même du suicide. Et je viens de faire allusion au deuxième drame de sa vie intérieure qui se situe dans les mêmes années que la conversion, à savoir cette passion qu'il a pris pour une femme. Nous savons depuis un certain nombre d'années, 42, 43 je crois, depuis un livre publié aux États-Unis, par la femme de Maritain, Raissa Maritain, qui s'appelle Les Grandes Amitiés, nous connaissons ce nom propre. Mais il me semble que je ne suis pas autorisé encore à le prononcer et nous en tiendrons au prénom. Blanche, elle s'appelait Blanche.
C'était la sœur d'un camarade de Peggy, qui du reste avait collaboré au Cahier. Elle était plus grande que lui. J'ai fait parler sur elle quelqu'un qui la connaissait bien, André Spire, le poète juif André Spire. Il m'a reçu quand il avait plus de 90 ans. Il était d'une lucidité absolue et il m'a parlé, il m'a dit des tas de choses extraordinaires sur Peggy. C'est lui qui m'a dit oui, je la connaissais bien, Blanche. Elle était plus grande que Peggy. Elle était blonde crépue, blonde crépue. Et Peggy était un peu trottinant à côté d'elle. Je crois qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. C'était aussi la vie de Simone, qui connaissait bien Peggy, lui avait fait les autres confidences. Et Simone, dans ses souvenirs, nous dit, moi j'ai l'impression que cette femme ne l'aimait pas, Peggy. Certainement qu'elle ne répondait pas, ou faiblement, à la ferveur qu'il lui vouait. Ce qu'on peut savoir, c'est que Madame Favre, la mère de Maritain, qui en 1938 nous a donné des souvenirs sur Peggy, à la phrase que voici, cet amour, enfin cette passion de Peggy, c'est un ouragan qui n'a pas cessé de le dévaster. Je ne sais pas si vous connaissez les quatrains de Peggy. C'est probablement ce qu'il a fait de plus important. Et aujourd'hui encore, on n'en parle pas beaucoup. C'est en 1941, donc en pleine guerre, qu'on les a publiés en petits caractères, à la fin de l'édition des œuvres complètes poétiques de Peggy dans la Pléiade, des textes qu'il avait écrits dans l'hiver 1911-1912. Et je ne connais pas, vous savez, je ne connais pas d'écrivain qui se soit flagellé, qui soit insulté plus terriblement que Peggy ne l'a fait dans ses quatrains. C'est un homme qui est en face de lui-même, enfin, devant sa glace, si vous voulez. Il est tout seul, il réfléchit et il se dit des choses. Et voici ce qu'il se dit. Ô candidat, as-tu assez fait ton jeu? As-tu assez mené ta parade? As-tu assez baisé la croupe de turpitude, tant de fois délateur, ô renégat? Tant de fois failli, ô frauduleux? As-tu assez lâché ton groupe, ô déserteur? Puis plus loin, il s'appelle cœur souillé, cœur pourri, cœur de bazar, gorgé d'ambition, poche de fiel. Et je me rappelle avoir lu dans une lettre de Louis Gillet à Romain Rolland qui disait qu'il était en train de s'amasser chez Peggy une poche de bile. Ben, Peggy ne savait pas qu'on disait ça de lui. Mais lui, quand il s'adressait à lui-même, tout seul et dans le secret de son cabinet, de sa chambre, il s'appelait en effet poche de fiel. As-tu assez de haine dans ton carnier? Il y a cet énorme poème sur lequel il avait voulu finir, enfin sans savoir que c'était sa fin, qui s'appelle Ève, qui est monumental, qui est très souvent ennuyeux, avec de très belles pages. Et ben dans Ève, il y a ceci, ces retournements qui reviennent au même. L'homme, il aime à se payer de mots, l'être qui joue et qui ment quand il dit qu'il se donne. Hier j'étais une fontaine, dit Peggy, et maintenant je suis quoi? De la vase, un bourbier, un marais. La vie, écrit-il encore, toujours dans Ève, c'est d'une perpétuelle souillure, une constante flétrissure. On descend tout le temps. Dans les quelques lettres que nous avons lues à cette Madame Favre, que je nommais il y a un instant, il y en a une écrite 2 ans avant sa mort qui est saisissante, où il dit, quand je pense à ce que j'étais à 20 ans, socialiste de pied dans le cap, et tout pur. Eh bien, Dieu sait si je vous aurais dit des choses sévères sur Peggy, mais maintenant il faut que je vous montre, pour finir, parce que c'est la vérité, la grandeur de ce personnage. Où est-elle, la grandeur de Peggy? Elle est exactement ceci, que ce garçon, qui desséchait de réussir, qui avait le sentiment qu'on ne le reconnaissait pas, alors qu'il valait beaucoup, alors qu'il avait une sorte de génie, et c'est vrai, ce garçon, au milieu de sa vie, vers ses 35-36 ans, impatient de réussir, s'est un peu vendu. Il s'est approché des gens qu'il avait combattus, il s'est dirigé avec toutes sortes de sourires du côté de Barrès, du côté des anti-Dreyfusards d'autrefois, alors qu'il était un Dreyfusard, mais il était absolument incapable, physiologiquement, viscéralement incapable, de se vendre tout à fait. Alors vous savez que dans l'année 1910, je vous l'ai dit, brusquement, au milieu de cette année 1910, où les nationalistes avaient essayé de le mettre sur leur pavois, c'est lui qui leur a dit, minute, stop, attention, je ne suis avec vous sur la défense de la patrie, mais il y a 2 choses que vous n'obtiendrez jamais de moi, je ne renierai jamais la République et je ne renierai jamais ce que j'ai fait dans l'affaire Dreyfus. Il se coulait à ce moment-là, Peggy. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se couler. Il faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en 1906, au moment de sa grande tentation, il avait écrit cette phrase prophétique sur lui-même. Quand un pauvre homme a la probité dans la peau, il est perdu pour les grandeurs. Eh bien, c'est ça qui lui est arrivé à lui. Pensez donc qu'il va écrire en 1913, dans L'argent, les mots que voici. Il y a un argent propre, un argent noble, c'est celui de la paye, celui du salaire. Et il y a un argent sale, un argent déshonorant, c'est celui des gens du monde. Un garçon qui écrit ça, il est en effet perdu pour l'Académie française. C'est un raté à la fin, Peggy. Un homme qui se tourmentait, se déchirait à l'idée « je suis un raté, j'ai pas réussi ». Mais figurez-vous qu'au moment de la guerre, quand il a été immobilisé comme tout le monde, quand il y est parti transfiguré. Madame Favre nous raconte la dernière visite qu'il lui a faite, il était déjà dans son uniforme de lieutenant.
Et il partait avec une espèce d'enthousiasme, en disant, cette fois je vais faire quelque chose de sérieux, cette fois pour de bon, c'est plus du barbouillage littéraire. Et puis cette guerre-là, le pauvre, ça sera la dernière des guerres. Il y allait, vous savez, plein d'une espèce de joie triste, profonde. Le Taconoux, c'est un nom trop long, alors on l'appelait Taco, et quelquefois le vieux Taco, c'est un camarade de Peggy qui était mobilisé comme lui. Et c'est Taco qui nous a raconté ceci, que le 3 août ou le 4 août, le jour où ils devaient partir ensemble avec leur régiment, ils étaient allés, le train ne partait que vers 14 heures, ils étaient allés manger dans un petit bistrot. Et là, il y avait toutes sortes de soldats qui mangeaient à côté d'eux. Et Taco dit, Peggy, à un moment, elle m'a poussé le coude. Puis il m'a dit, tu les vois, mes gars, avec ça, on va refaire 93. Oui, il a bien dit 93. Un Peggy à la fin qui s'est reconquis, si vous voulez. Un Peggy, au moment de mourir, qui était redevenu pur. Voilà, alors j'ai fini. Je vous ai dit de mon mieux ce que je pense actuellement sur des écrivains dont je me suis beaucoup approché pendant ma vie. Mais comme je ne suis qu'un commentateur, et comme ce sont d'écrivains que nous sommes occupés, j'ai pensé que c'était bien pour finir de vous apporter quelque chose comme un bouquet de textes, si vous voulez, une gerbe d'étincelles. Alors voici Chateaubriand. Si tu m'avais aimé, disait Velléda, avec quel bonheur nous aurions parcouru ces champs. Voilà Chateaubriand sur la plage du Lido, il est vieux maintenant. 4 ou 5 barques serraient le vent à la côte. Un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes volaient pesamment au-dessus de la houle. Et puis cette image de sa vieillesse. Loge désertée, lumières éteintes. Je reste seul de mon temps devant le rideau baissé, avec le silence et la nuit. Hugo maintenant, c'était le grand cheval de gloire, né de la mer comme Astarté, à qui l'aurore donne à boire dans les urnes de la clarté. Ceci, quand la petite Claire Pradier est morte, si jeune, 20 ans, peut-être avait-elle comme un dégoût de l'âme pour notre chair coupable et pour notre destin. Ils ont à être rêveurs qu'un autre azur réclame, je ne sais quelle soif de mourir le matin. La vaste joie est réveillée, quelqu'un rit dans le grand ciel clair, on nous dit que Victor Hugo est un ténébreux, mais écoutez ça, puisque je vais vous dire maintenant, c'est pas de Claudel, c'est de Victor Hugo, l'alléluia formidable du printemps, avec cette prière, ô Dieu vivant, mon Dieu, prêtez-moi votre force, à moi qui ne suis rien. Comme Victor Hugo est quelqu'un qui disposait de tous les registres, je vais vous lire quelque chose de presque inconnu de lui, qui prépare, à mon sens, le surréalisme. C'est un personnage, un paysage de songe, de rêve éveillé, une espèce de vision. Des prairies où s'ouvrent d'énormes roses, des pans font la roue, regardés par des femmes nues qui sont peut-être des âmes. L'ange du jugement est debout sur une cime avec sa trompette. L'oiseau bleu perche dans les arbres. On entend les fleurs chanter. Passent, glissent, flottent et chevauchent des êtres indistincts, faits de la substance du songe, un peu nuage, un peu cœur. Et Rimbaud, saison en enfer à l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait 12. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. Et puis cette phrase de la saison que Claudel savait par cœur, et je comprends. Par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Et pour terminer, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais appeler votre attention sur le plus beau passage, à mon sens, de l'Assommoir de Zola. Vous savez qu'on a tiré un film, ça s'appelle Gervaise, mais je ne sais pas pourquoi, cette scène-là, que je trouve si puissante, a disparu du film. C'est tout à fait à la fin. Vous vous rappelez le destin de la petite Gervaise, enfin, qui était partie dans la vie toute pure, toute droite, enfin confiante, et puis il lui est arrivé malheur sur malheur. Elle est vieille maintenant, c'est une pauvre grosse femme, en plus elle est bancale. Et pour manger, elle n'a pas d'autre ressource que de se prostituer pour quelques sous. Alors voilà qu'un jour qu'il faisait sa misérable retape, la nuit étant tombée, pour qu'on la voie moins, quoi. Elle accroche un passant par derrière, le passant se retourne, c'est Gouget. Gouget, gueule d'or à cause de sa barbe d'or, qui l'avait aimée quand elle était jeune. Il n'avait jamais aussi approché d'elle parce qu'il la respectait. Et maintenant, vous imaginez le coup au cœur qu'il reçoit quand il aperçoit ce qu'est devenu Gervaise. Alors il lui dit, tu veux venir chez moi, tu veux manger? Elle disait, oui, non, tu as faim? Oui, non, disait-elle, se mettait à pleurer, mais elle bafferait tout de même, et comme dit Zola, elle se jetait sur la nourriture, parce que c'est tellement bon de manger quand on crève. Et elle torchait ses larmes avec le reste au fond du poêlon. Puis alors, maintenant qu'elle a mangé, elle veut récompenser Gouget, il a été si gentil. Comment est-ce qu'elle peut le récompenser? Ben avec son corps, son pauvre corps.
Alors elle commence à défaire les premiers boutons de son caraco. Et quand Goujet voit ça, il tombe à la renverse sur le lit, le bras sur la figure, le cœur crevé de sanglots.